Bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Bien le bonjour à toi qui nous écoute et merci de nous retrouver pour ce 107e épisode. Et un merci particulier à Lilou et Charlotte d'avoir laissé un commentaire sur Spotify sur l'épisode 105 qui traite des différentes anxiétés que l'on peut avoir lorsque l'on souhaite changer de vie. Ravie que cet épisode vous ait plu et un grand merci d'avoir pris le temps de m'écrire, ça me touche toujours de vous lire. Maintenant, je vais m'adresser à mon invitée qui attend sagement derrière son micro. Coucou Elmare. Bonsoir Kelly, d'Afrique du Sud. Oui, elle est à l'heure de l'apéro et moi, Absolument. je suis encore au thé. Je suis désolée, il est 19h le soir, c'est déjà passé, mais voilà, j'ai bien attendu. Cheers. Exactement, et le vendredi, tout est permis, donc santé à toi. Elmaleh, j'ai envie d'expliquer à la communauté qui nous écoute de notre rencontre, parce que c'est la première fois dans le podcast que je reçois une invitée que j'ai rencontrée dans un bar, de façon très improbable. On reste sur la thématique, on aime bien boire un coup. Alors en fait, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, vous le savez peut-être, je suis serveuse dans un saloon, dans un endroit, j'ai envie de dire, un petit peu paumé de l'Alberta, si t'es d'accord avec moi. Complètement. Si quelqu'un ne nous dit pas d'y aller, on n'ira pas par soi-même. C'est pas un endroit qui est très réputé niveau touristique parce que comme on est proche des Rocheuses, et ben justement, c'est Banff et Jasper qui vont être plus réputés. Bref, je travaille dans ce saloon. Je sais plus, ça devait être un jour de semaine entre midi. Et cette dame se présente à moi, très charmante, super sympathique, le sourire aux lèvres. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vu une personne très solaire, très heureuse de la vie et qui était là et qui prenait des petites photos un peu de tout ce qu'elle voyait dans le saloon et qui commande ses chicken wings et sa petite bière. C'était trop sympa. J'étais toute seule, je crois que j'étais la seule serveuse ou je sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il y avait quand même un peu de monde. Et ça m'embêtait parce que j'avais trop envie de parler avec toi, mais en même temps, il faut que je m'occupe de tout le monde. Mais j'ai quand même réussi, je crois que j'ai réussi à passer au moins 10 minutes avec toi. Surtout à parler de moi, pas forcément à parler de toi, mais j'ai quand même réussi à savoir que tu étais là d'Afrique du Sud, que tu rendais visite à ton fils, qui t'avait conseillé de venir à Brak Creek. Donc je me souviens d'avoir donné quelques conseils sur où est-ce que tu devrais aller, parce que c'était une belle journée. Que je suis allée l'après-midi, je suis allée regarder le waterfall, le cascade et tout ça. Il faisait très froid, il a neigé beaucoup le jour avant. Et après qu'on attendait beaucoup de jours de neige. Et en fait, j'étais dans cette saloon et il avait tout ce monde et tout le monde était des réguliers. Et tu m'avais expliqué, mais non, mais ils viennent presque toute l'après-midi, ils vont faire le marche, ils viennent l'après-midi pour leur petite bière et petits trucs. C'était trop sympa. Trop sympa. Je suis contente qu'on a fait cette rencontre. Et puis en plus, au début, on a commencé à changer en anglais. Et ensuite, tu me dis, mais je parle français aussi. Non, mais en fait, j'attendais un petit accent qui n'était pas québécoise. Et je me suis dit, mais elle vient de où? Parce que c'est français, mais c'est pas québécois. C'est comme ça on a commencé, voilà. Moi, avec mon accent, mais voilà, ça marche. Donc, j'ai essayé viens, on fait un truc en face à face. Mais c'est vrai que ton timing, il était un peu serré. Tu voyageais à Ottawa, etc. Et ensuite, il faut aussi que tu profites de ta famille qui est sur place. Mais c'est pas grave. Donc, je te remercie aujourd'hui de prendre le temps depuis l'Afrique d'échanger avec moi. Alors, avant qu'on rentre sur ton parcours d'expatriation, est-ce que ça te dérangerait pas de nous donner ton âge? Ok, mais écoute, moi je suis sud-africaine du nord-ouest d'Afrique du Sud, un vrai farm girl si vous voulez. Et je fais mes études et je suis partie travailler à Johannesburg où j'ai rencontré mon mari qui était un expatrié à une banque française qui s'appelait à l'époque Banque de Suez. Eric était déjà expatrié depuis quelques années parce qu'à l'époque, il a signé pour être expatrié. C'était comme ça dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui voulaient s'expatrier et partir pour tellement longtemps. C'est effectivement, moi je l'ai connu dans les années 80. On se mariait et je savais toujours qu'on va partir. C'est très difficile pour les Sud-Africains. En plus, je suis afrikaner. On est très famille, on est très ensemble. À l'époque, les Sud-Africains ne voyageaient pas beaucoup ici. Voyager, c'était pas pour aller habiter dans un autre pays. Effectivement, mon mari était dans les pays comme Tahiti, Djibouti, Pakistan, Papua-Nouvelle-Guinée. C'était un vrai expatrié à l'époque. Du coup, lui, il venait avec des contrats d'expatriation. C'était 3 à 5 ans, oui, dépendant. On est parti au Vietnam et c'était 92. Et c'est un pays que bien sûr, je connaissais rien de tout. Je savais que c'était communiste et c'est plus ou moins tout. Et je savais qu'il y avait une guerre. Parce qu'effectivement, ici, dans notre coin du monde, on n'était pas toujours pas beaucoup impliqués dans ces guerres. C'est effectivement.
Eric était country manager pour la banque là-bas. C'était juste après l'ouverture du pays et la banque devait reprendre son licence au Vietnam. Et comme ça, je suis devenue Madame banquier. Je travaillais dans la banque, j'ai travaillé dans le corporate avant. Et là, je ne pouvais plus continuer dans ma vie parce que, en fait, je suis devenue l'épouse qui suivait son mari. C'était très difficile au commencement parce qu'effectivement, j'étais jeune, j'avais 29-30 ans. Je commençais bien à me mettre dans mon côté de mon carrière. Et là, seulement, c'était pas possible de travailler. Et si on parle avec des femmes qui étaient là à l'époque, mais voilà, d'abord, je pouvais pas aller travailler dans la banque où mon mari était le directeur du pays pour commencer. Et d'autrement, il fallait faire une vie là-bas. Il fallait commencer une vie et il fallait faire une vie. C'était ça mon petit parcours de commencement. Avant qu'on continue la suite, moi, j'ai envie de rebondir sur quelques petits points qui m'intéressent. C'est déjà avant de rencontrer, Eric et avant de partir, tu faisais quoi comme études? Je faisais commerce, là, BCom. Et en fait, après ça, je suis commencé à la banque dans le côté crédit. J'étais d'abord crédit controller, mais la banque, comme en Afrique du Sud, c'est tout corporate, c'est pas pour les privés. Et effectivement, je voulais toujours faire marketing, je voulais toujours travailler avec des gens, plutôt avec des papiers. Et finalement, je suis devenue corporate marketer. Voilà. Et est-ce que tu te souviens comment ta famille a réagi justement à l'annonce que tu allais partir? Oh là là! C'était pas facile. D'abord parce qu'ils ont réalisé que je vais partir et que je vais peut-être plus rester en Afrique du Sud. Comme je dis, c'est les familles, surtout les familles africaines, c'est assez difficile. C'était loin, ils savaient pas où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais me mettre. Commencer, je pense que beaucoup d'entre nous, même là cette année, je vis pour la première fois l'appartement après un an qu'ils se sont mis là-dedans de ma fille. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais nous, on avait une vie expatriée, on a beaucoup voyagé et tout ça. Mais pour mes parents qui viennent de la ferme, de ne pas savoir où je vais ou qu'est-ce qu'on va faire. Mon mari était aussi 10 ans plus âgé que moi. Il était déjà marié, il avait 2 enfants. C'était une jeune fille qui se mariait avec un homme divorcé qui en plus lui ramenait. Et il parle pas l'africain, il parle pas la langue. En fait, c'était plein de trucs et c'était un petit peu culturel. Et après ça, c'était le fait qu'on est parti loin. On parle souvent de justement, tu sais, un peu cette voie à suivre. Toi, tu as complètement dévié de cette voie, un peu typique qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Et je me rappelle quand j'ai quitté, j'ai déjà quitté la petite ville où je viens originellement, quand je suis partie à l'université, et après ça pour partir à Johannesburg. Mais quand j'ai quitté pour aller au Vietnam, le journal local a mis tout un article sur moi qui parle au Vietnam, dans les pays de loin et tout ça. Et mes 2 enfants, quand ils sont nés, je suis revenue pour le FENET. Ça, c'était une autre petite histoire, mais je suis revenue en Afrique du Sud pour le FENET, pour les naissances. Et sur chaque enfant, il avait toute une histoire sur ma famille, les parents, parce que mes parents étaient profs d'école, même si on habitait sur la ferme, ils étaient profs d'école, ils sont bien connus en ville et dans les environs. Et effectivement, c'était toute une histoire, cette fille qui part, c'était quelque chose. Avec cet homme de 10 ans de plus, en plus, ils vont au Vietnam. 10 en plus français, qui est pas de chez nous, qui parle pas la langue, tout ça. Est-ce que toi, tu parlais un petit peu le français à l'époque? En fait, ce qui est arrivé, c'est que en 89, Eric voulait que je rencontre sa maman en France. Il devait aussi faire 3 semaines de business et je lui rejoins là-bas pour 3 semaines. Et là, c'était incroyable parce que moi, je parlais pas de français. Sa maman, qui habitait dans une petite ville au nord pas loin de Beauvais, nord de Paris, elle parlait pas du tout un mot d'anglais, sauf que I love you. Et toute la semaine que j'étais là-bas, les premiers 4 jours, elle aimait parler. Moi, j'aime parler, j'aime bien discuter avec des gens et tout ça. Et je voulais la connaître et elle voulait me connaître. C'était trop drôle parce qu'elle disait à Eric, dis ça à ta femme. J'étais pas encore sa femme, et tu vois, c'était comme ça. En fait, elle a utilisé un autre mot, mais voilà. Elle me disait, ma mère dit ça. Et après ça, c'était, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et elle dit, mais maman, je dis ça que tu m'avais dit. Non, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vois, et c'était
tout le temps comme ça. Et c'était trop drôle. C'est effectivement, je suis rentrée en Afrique du Sud et aussi des amis. Tu sais très bien si on est, moi je vois bien avec mes amis afrikaners ou même anglophones quand il y a des gens qui comprennent pas très bien. Pour les premières 10 minutes, on fait tous un effort pour parler anglais, que tout le monde comprenne. Et après ça, mais bien sûr, tout le monde est dans tous les côtés, voilà tout ça. Je suis rentrée en Afrique du Sud et j'ai décidé d'apprendre le français pour pouvoir communiquer avec elle. J'ai commencé avec l'Alliance française, mais c'était trop long et trop grammatique. Je trouve que c'est une très, très bonne manière d'apprendre le français quand on a le temps et qu'on est, voilà. Mais ça marchait pas super bien pour moi parce que je voulais apprendre plus vite. Et à cette époque, il y avait un des profs dans l'Alliance française qui m'a dit, mais écoutez, si vous voulez, je peux vous aider avec des classes phonétiques. Je n'ai pas très bien compris, mais effectivement, on a commencé avec des classes en fait phonétiques. Elle me parlait, moi j'écrivais comme j'attendais, et comme ça doucement, on a eu des conversations sur. Aujourd'hui, on parle sur la mer. Elle me donnait un petit peu de vocabulaire, la mer, le sable, des trucs comme ça, et après ça, je nage dans la mer. Moi j'écrivais ça, et là et en fait, je faisais ça 3 fois par semaine pendant 6 mois. J'adorais. Et après ça, il devait partir en business encore à Hong Kong. Et il m'a envoyé pendant 3 semaines chez sa mère toute seule dans cette petite ville qui s'appelle Mui, où personne parlait l'anglais, même pas ça c'était 89, même pas les enfants qui à l'école là. Et de temps en temps, avec ma belle-mère, mais je pouvais rien comprendre parce qu'elle parlait vite, en fait, aussi. Je courus vers le pharmacien qui était en ville, à 800 mètres de là où elle était sa maison. Et je dis, monsieur, je pense qu'elle me dit ça, mais je sais pas. Il me redit. Il me dit, ah non, 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 c'est pas ça, ça. Et je revenais avec mon bouquin, j'ai compris. Et en fait, après 3 semaines, je pense que c'est des meilleurs trucs qui pouvaient m'arriver parce que personne parlait l'anglais, sauf le pharmacien. Les enfants venaient l'après-midi pour voir mamie et tout ça. Et effectivement, Eric est revenu après 3 semaines. Il me dit, mais c'est pas possible, tu parles français maintenant. Qu'est-ce qui s'est Mais passé? on ne sait pas parler français parce qu'en fait, comme on se connaît en anglais, c'est très difficile après quelques années de changer. Ça a changé un petit peu plus tard dans notre vie, quand on a eu des enfants. On a fait le français, qui est une langue maternelle, on a fait ça notre langue de maison. OK, super. Mais moi, je te rejoins par rapport à ça parce que pour l'appréhension d'une langue, j'ai du mal aussi à apprendre dans les bouquins et cetera et je trouve que l'immersion, c'est ce qui reste le plus efficace et même si c'était pas parfait et même si c'est compliqué, mais c'est rapide. Et qui m'est arrivé, en fait, parce qu'en Afrique du Sud, j'avais pas beaucoup d'occasion de parler le français, sauf le directeur qui était là à ce moment pour la banque. Sa femme était super sympathique, c'est des expatriés depuis très, très longtemps. Et elle insistait quand on était ensemble ou pour un dîner dans sa maison, elle parlait le français avec moi. Elle essayait de me faire communiquer. C'était difficile, mais voilà. Et après ça, au Vietnam, absolument ma première expatriation, le personnel dans la maison était éduqué en français chez les sœurs et dans une école française, mais c'était le Vietnam, c'était les anciens des colonies français aussi qui restaient. Et effectivement, eux, ils parlaient pas du tout anglais. Ce madame, qui est maintenant madame le directeur, devait s'adresser à ses personnels en français. Et ça m'a énormément aidé parce que j'avais pas peur de parler avec eux en français, même si je faisais beaucoup de fautes et même quand j'ai pas toujours le vocabulaire et je parle mal, ouais, tout ça, mais ça a énormément aidé. Du coup, tu disais que quand tu es partie au Vietnam, parce que tu as fait quand même des études dans les banques, qu'est-ce qui a fait que tu pouvais pas travailler, une fois sur place? Mais parce que j'étais les femmes de directeur de pays. Et à l'époque, c'était très important. J'ai aidé avec les réceptions à la maison, les réceptions à la banque. On avait énormément, parce que comme on rentrait au Vietnam, et comme c'était un pays qui venait d'ouvert sur le monde maintenant, on avait énormément de réceptions à faire, des gens qui venaient, des gens qui venaient de partout pour la banque, pour le business, pour les trucs comme ça. En fait, on était des représentatifs pour la banque là-bas. Et c'était important que j'étais la dame. Et il avait Madame Total à l'époque, il avait Madame BNP, il avait Madame Banque de Suez, il avait Madame Air France, il avait Madame, tu vois. Et en fait, c'était tous des gens qui venaient pour recommencer dans les business au Vietnam et de faire pousser les business et de faire revenir les gens au Vietnam. Au commencement, c'était difficile pour moi. Et après ça, je pense qu'il faut absolument faire le mouvement dans sa tête.
en disant maintenant, c'est ça ma situation, et que je dois le faire travailler. Moi, j'ai toujours trouvé que si mon mari savait que moi j'étais bien, ça allait beaucoup mieux pour lui. Il était content de continuer avec son travail et de faire ça. Et je pense, en fait, j'ai toujours gardé ça toute ma vie d'expatriation. J'ai toujours fait sûr que mon mari est bien, que les enfants sont bien rentrés, qu'ils sont stables. Et après ça, je faisais ça que je voulais faire et tout ça. Mais c'était très important que ça marche à la maison. Parce que je pense que pour celui-là qui travaille, si c'est le mari ou la femme, si ça marche pas à la maison, c'est très difficile de manager sa vie à expatriation. Complètement, je suis d'accord avec toi parce que on en a même parlé, je crois que c'était dans l'épisode avec Marie-Caroline, qui était aussi, une conjointe suiveuse et je lui disais que moi je déteste d'ailleurs ce terme de conjoint, suiveuse. Pour moi, on dirait plutôt un conjoint pilier parce que pour moi, vous êtes 2 piliers dans ce projet d'expatriation et ça rejoint ce que tu dis que il faut que les 2 piliers soient bien et ils fonctionnent ensemble et c'est vrai que ce déclic ne doit pas être évident à avoir. Est-ce que toi, du coup, tu as essayé de profiter un peu de ce temps libre pour faire des choses nouvelles, découvrir des choses, faire des rencontres? Non, absolument. Et ça, j'ai toujours fait dans tous les pays. En fait, je me suis complètement immersée. Une fois quand la tête a changé, je pense que je suis devenue une expatriée. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui a embrassé les situations, qui to embrace the situation, to embrace the culture. Et c'est ça en fait que je fais. Je me suis complètement immersée dans les cultures. J'ai essayé de savoir sur la nourriture, sur beaucoup, et parce qu'on aime bien manger, mon mari et moi, on a beaucoup aimé manger toujours. Et complètement partout dans tous les pays où on était. Moi, je trouve aussi que je te connais vraiment des gens par leur culture via la nourriture. J'aime beaucoup les langues, en fait. En fait, j'ai essayé dans beaucoup de pays d'apprendre les langues. C'est le vietnamien, j'ai appris pendant 3 ans. Ça m'a rien, ça m'a changé, mais ça m'a beaucoup aidé pour les moments que j'étais là-bas. C'est effectivement, j'ai appris à cuisiner en vietnamien que je fais encore toujours, même dans tous les pays où je passais après. Ça reste un de nos nourritures préférées. Voilà, on a fait plein d'autres trucs avec les expatriés. Les Vietnamiens à l'époque, c'était pas très facile de socialiser avec. C'était toujours un pays qui était très, eux, ils sont leur vie, nous avons notre vie. Une de tes questions que tu m'avais demandé, en fait, c'est, je pense que pour moi, c'était le pays qui m'avait, premièrement, fait une expatrié et qui m'avait donné une vie pour l'expatriation, une envie. Mais c'est aussi le pays où mon choc culturel était le plus grand. C'est absolument parce que c'était mon première expatriation et c'était dans une culture et dans un pays qui était complètement différent que je connais. Et c'est vrai que moi, je j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer les Asiatiques en Afrique du Sud, surtout pas dans le coin où moi je venais. Il faut le prendre dans le temps que c'est aussi. Hein. C'était le fin 89, 90, 91. C'est effectivement, on n'avait pas beaucoup d'Asiatiques qui venaient en Afrique du Sud. Et moi, j'avais pas le, j'ai rencontré les Japonais à la banque qui venaient pour business et quelques Chinois, mais c'était pas sur mon niveau, c'était toujours sur le niveau de directeur pays qui était en Afrique du Sud aussi. So, effectivement, pour moi, c'était totalement, et le bouddhisme, en fait, c'est aussi un truc, c'était la première fois dans ma vie où je rencontrais des gens qui ne croient pas comme moi. C'était une autre culture de religion que je devais apprendre. Et pendant les périodes, mais bien sûr, j'ai appris beaucoup après ça, mais c'était mon première sur le bouddhisme. Et j'ai des Bouddhas superbes que j'ai ramenés du Vietnam, un petit peu partout. Mais en fait, je pense que pour moi, c'était ça. Mais c'était aussi le pays qui m'avait fait et qui m'avait donné envie aussi d'être mon premier pays où j'ai eu mes enfants. À l'époque, les situations médicales n'étaient pas extra et il m'avait conseillé toutes les jeunes femmes qui étaient là, parce qu'on était plusieurs qui venaient à l'époque, d'aller donner naissance à Hong Kong ou à Singapour. C'est vrai que tous nos médecins étaient à Singapour. À l'époque, le bureau régional de la banque était à Singapour, on était régulièrement. Mais comme on sait qu'on n'a pas le droit de voler après 36 semaines. Et la décision entre moi et mon mari était, mais si je devais rester 4 semaines toute seule à Singapour parce qu'il peut pas être avec moi, ben, est-ce que c'est pas mieux d'aller en Afrique du Sud, d'aller avec mes parents et d'être avec quelqu'un? Et c'est comme ça qu'on a fait la décision que les enfants soient nés en Afrique du Sud.
Effectivement, on a fait nos meilleurs amis. Je suis toujours amie avec les femmes qu'on a fait à l'époque parce qu'on était la première vague. Il y avait des expatriés qui venaient au Vietnam en 89, 90, quand le Vietnam ouvert complètement. Mais ils étaient plutôt, la meilleure portion ne restait pas au Vietnam, ils restaient à Hong Kong, au Singapour. Ils venaient et tout ça. On était en fait dans la première vague d'expatriés qui se mettaient là-bas. Il avait aussi, bien sûr, il avait des compagnies pétrolières, il avait des compagnies, d'autres banques. On était tous nouveaux. On a fait des très, très bons amis. Et j'ai trouvé pendant des années, le plus difficile, c'est vrai sûr, on ne trouvait rien au Vietnam, rien qu'on a connu. Il fallait vivre avec ça qu'on trouve tous les jours au marché. J'ai énormément appris avec ma cuisinière que j'ai là-bas, Miss Mai, qui est maintenant en France, qui se marie avec un Français beaucoup plus tard. Et effectivement, comment il faut faire le marché, comment il faut regarder. J'ai jamais fait ça dans ma vie. On achète ses poulets, ses canards vivants et ses grenouilles vivantes. Et voilà, et après ça, il le fait pour toi, et voilà, tout ça. Comment il faut regarder les légumes, le beurre qui est là dans un grand truc comme ça, qui est complètement melté, voilà. Il avait rien qu'on connaissait. Pour moi, Eric, bien sûr, mon mari, au Pakistan et tout ça, il a vécu ça à Djibouti, mais pour moi, c'était complètement nouveau, complètement truc. Mais j'adorais. C'est super en plus que tu avais des personnes locales, sur place qui pouvaient justement donner tous ces conseils Absolument. parce que j'ose même pas imaginer. C'est vrai que c'était un privilège de notre situation. Et voilà, il m'avait énormément appris. Et donc ensuite, après le Vietnam, quelle destination, vous avez été, prévue dans ce projet? Après le Vietnam, on a passé 5 ans, un petit peu plus que 5 ans. Et après ça, on est parti en Inde, à Bombay, qui était aussi à l'époque, parce que c'est énormément changé, je suis retournée là-bas, énormément changé. C'était pas un choc culturel. Je connais bien les Indiens en Afrique du Sud, même dans les petites villes, on a beaucoup et tout ça. Mais la vie était pas facile. La pauvreté était énorme. Bien sûr, au Vietnam aussi. Mais là, c'est vraiment choquant. Par contre, j'ai adoré l'Inde. Et j'adorais l'Inde. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes poupées indiennes et tout ça, mais jusqu'à aujourd'hui, je dis toujours, c'est un pays où les couleurs, les odeurs, tout ça, c'est un choc pour le visage, c'est fantastique. Les gens, ça m'a beaucoup, beaucoup appris là-bas de vivre ensemble. Je trouve que dans un pays où tu as 18 000 religions, les gens vivent très bien ensemble. Et chacun vit sa vie, son religion. Bien sûr, ils ont aussi des problèmes ici et là, mais j'ai adoré le fait qu'ils peuvent tous vivre ensemble dans leur manière. Bien sûr, on a le système de caste là-bas, on a d'autres trucs qui pour moi étaient assez surprenants à l'époque, mais c'est un pays, la nourriture, la gentillesse les Indiens, on a beaucoup aimé. Mes enfants étaient jeunes là-bas, en fait, c'était facile de voyager avec eux. Je pense aussi que à l'époque, si j'avais des teenagers, c'était beaucoup moins difficile parce que c'était pas un pays pour teenagers. Il n'y avait pas des trucs qu'ils peuvent faire toute seule et tout ça. Mais jeunes, c'était super. Ah donc toi, tu penses que si on est adolescent, c'est pas mieux pas aller, s'installer en Inde? Je pense qu'il y a quelques pays qui est pas facile pour les enfants quand ils sont adolescents. Nous, on avait, je sais pas comment ça marchait, mais j'ai l'impression que chaque pays où on était, c'était le bon moment pour les enfants. Du coup, ils avaient quel âge, à cette époque-là, en Inde? Ils avaient quel âge tes enfants? Sylvain avait 2 ans et Eric 3 ans, 3 ans et demi. Voilà. Et donc vous êtes restés combien de temps, en Inde? On n'a pas resté très longtemps, on a resté 2 ans et demi parce qu'il avait une crise à Taïwan et ils ont demandé à mon mari d'aller remplacer quelqu'un là-bas. On est parti à Taipei. OK, donc c'est reparti pour, une autre culture. Et là, on a resté aussi 4 ans et demi. Et effectivement, mes enfants, je veux presque dire, ils ont commencé leur vraie scolarité là-bas, à l'école américaine de Taipei, Taipei American School. Encore un pays complètement différent. Voilà, bien sûr, maintenant beaucoup plus chinois, mais taïwanaise, qui est différent que les Chinois. Un pays qui était beaucoup influencé par les Américains et par les Japonais, et surtout dans leur nourriture et tout ça. Mais c'est un pays super, super beau. Les gens aussi sympas, plus austères. C'est aussi un pays où, à l'époque,
je reviens parce que c'est vrai que c'est pas maintenant. Les choses ont beaucoup changé depuis nos moments là-bas. À l'époque, c'était très mandarin. On ne trouvait pas un taxi driver, personne qui parlait l'anglais. So, en fait, c'est aussi là où j'ai commencé mes études de mandarin. Je pense que pour les mandarins et les vietnamiens a été plus facile, mais les mandarins et je veux presque c'est l'arabe pour l'apprendre. Je l'ai appris comme j'ai appris le vietnamien et surtout le français phonétique. Et malheureusement, ça, à mon avis, pour se souvenir et c'est des types de langues où tu dois apprendre avec toutes leurs, sinon ça reste pas parce que c'est des langues assez, bien sûr, difficiles et compliquées. Je suis contente que tu me dises ça parce que j'avais cet argument la semaine dernière avec un de mes clients qui arrêtait pas d'insister de me dire que la langue anglaise est la langue la plus difficile à apprendre au monde. Je disais, mais c'est pas possible. Quand tu as des langues comme le mandarin, tu peux pas me dire que l'anglais, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Non, le japonais, le coréen, Mais voilà. clairement. Et c'était aussi un pays où on a fait des très bons amis. C'est vrai que j'ai l'impression quand c'est difficile, qu'on ne trouve pas, qu'on a un problème avec la langue, qu'il faut parler avec le boucher, avec le coiffeuse, avec les trucs comme ça. Parce que moi, dans notre vie, avec mon mari et moi, on était des expatriés qui a vécu avec ça qui est dans le pays. Bien sûr, quand tu rentrais de la France, tu amenais de temps en temps un saucisson ou, je sais pas, un petit truc ici et là. Mais effectivement, on a toujours vécu avec ça qu'on trouve dans le pays. Et moi, je suis jamais allée pour une coiffeuse ou un truc dans les hôtels 5 étoiles, des trucs comme ça. Non, j'ai utilisé ces des gens autour de moi et voilà. Et en fait, au Taïwan, c'est là où j'ai commencé pour la première fois. On est parti pour une vacance au Vietnam parce que ça a toujours resté dans notre cœur et on avait toujours des amis là-bas. Il avait un bijoutier sur rue Dong Quai qui était très connu à l'époque. Mais moi, j'ai jamais acheté mes bijoux tout même et tout ça. Mais elle était très bien connue par beaucoup de femmes d'expatriés là-bas. Et j'avais un ami qui m'avait dit, oh, il faut absolument que tu ailles voir Madame Thérèse, parce qu'elle fait ci, elle fait ça et tout ça. Et Eric, juste avant de quitter le Vietnam, je lui parlais de cette bijoutière. Et il avait un bracelet avec les saphirs superbes dedans que j'adorais. Il m'a dit, mais non, là, on part. Et bah, non, je pas. On a laissé. On est revenu au Vietnam un an après qu'on a quitté quand tu es en Inde. Et le premier truc qu'il a fait, il m'a ramené dans cette bijoutière, il m'a acheté cette bracelet qui était toujours là. So, il a commencé son petite relation avec Madame Thérèse. Et quand on était à Taïwan, on était pour une vacance. Et il voulait m'acheter quelque chose. On était chez Thérèse, il m'a acheté une très belle bague topaz. Avec ça, elle me dit, mais madame, maintenant que vous êtes au Taïwan, vous voulez pas vendre mes bijoux pour moi là-bas? Et je dis, mais non, Thérèse, moi, je peux vendre l'argent, c'est ça. Moi, je suis banquier, je peux pas vendre les trucs personnels. Elle me dit, non, mais vous pouvez vendre, je vous donne 5 paires de boucles d'oreilles, 5 paires de trucs et vous le vendez. Et je dis, mais non, Thérèse. Elle me dit, non, vous me payez rien, vous le prenez. Si vous le vendez, c'est ça, vous me payez tout ça. En fait, Eric me dit, mais écoute, tu aimes bien vendre, tu es marketeur et tout ça. Il me dit, prends, moi, je te donne une somme d'argent, tu achètes ça que tu aimes. Si tu le vends pas, mais tu le gardes comme cadeau, et si tu le vends, mais tu me redonnes mon argent. Je gardais ces bijoux, j'ai dit à personne. C'était ces trucs, je savais. Et un matin, j'étais à l'école, il y avait une fille américaine qui habitait là-bas. Elle venait vers moi, elle me dit, Amri, j'adore tes boucles d'oreilles. Je dis, oh, j'ai une autre paire comme ça à la maison, il faut que tu viennes voir. Et comme ça marche ça, elle m'avait organisé un coffee morning chez elle. Et dans la première demi-heure, tout était vendu. Mais je veux ça, je veux cette couleur, je veux ci, ça. Et comme ça, j'ai commencé un business de bijoux pour vendre pour Madame Thérèse au Vietnam. Et j'ai gardé ça pendant 3 ans. Ça, c'était mon premier petit truc que je faisais pour moi-même. Et qui n'était pas rien faire avec la banque, rien fait avec les enfants. Et voilà. Et puis en plus, t'aidais une personne au Vietnam, donc ça, c'est quand même super chouette. Mais voilà, tout à fait. Et c'était quelqu'un là-bas. Et après ça, on a quitté le Vietnam, le Taïwan, pour aller à Shanghai, en Chine. Et là, je devais vendre mon business parce que, again, à l'époque, il n'y avait pas des vols directs entre Taïwan et la Chine.
Et c'était difficile d'aller au Vietnam avec tous ces bijoux parce qu'en fait, je suis allée là-bas. Après ça, c'est devenu un vrai business. Les bijoux dans mon sac à dos et voilà tout ça. Mais pour la Chine, ça marcherait pas. Ça, effectivement, j'ai arrêté le business quand on est parti à Shanghai. Quand vous preniez ces décisions d'accepter ces contrats dans les pays, est-ce que toi, du coup, c'est parce que tu voulais plus continuer ce business de bijoux ou est-ce que c'est parce que tu disais, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est cette destination? Non, ça, je pouvais pas. Je ne pouvais pas faire à cause de destination, à cause des problèmes qu'on peut avoir avec les douanes. Et c'était pas facile d'aller rechercher les bijoux du Shanghai parce qu'il n'avait pas de vol direct ni à Taïwan ni à Shanghai. C'était pas encore revenu aujourd'hui. Et du coup, est-ce que ton mari aurait pu dire, bah non, dans ces cas-là, on va pas à Shanghai, on ira autre part? Non. Et non, c'était écoutez, moi, mon business, c'était un petit truc, c'est pour moi. Son travail, c'est son travail. C'était un travail important. Ça, c'était toujours ça pour nous. Quand Eric venait à la maison, et en fait, après le quatrième ou cinquième pays, il me dit, mais attends, tu es devenu plus grande expatriée que moi maintenant, parce que moi, il voulait plus. Et moi, j'étais, allez, yes, le prochain pays, tu vois. Ça y est, je commence à téléphoner les écoles, qu'est-ce qu'il y a. J'ai commencé de faire tu sais, à l'époque aussi. Internet n'était pas là au commencement, c'est devenu plus tard. Oui, oui, non, effectivement, j'étais toujours très excitée. Je t'avais dit qu'une fois quand je faisais comment on dit, le truc de tête au Vietnam, je suis devenue expatriée. Ça te rendait pas triste à chaque fois de quitter justement toutes ces amies expatriées que tu avais fait sur place? Absolument. Mais là aussi, il faut aussi, maintenant, aujourd'hui, on a Facebook, on a Internet, on a Instagram, on a tout ce que tu veux. On a les téléphones. C'était aussi quelque chose, je peux te rencontrer quand on est arrivé au Vietnam, mais je pouvais téléphoner mes parents une fois par semaine. Et en fait, quand tu parlais au téléphone, tu attendais les gens qui t'écoutaient parce que c'était le commencement d'ouverture du pays. Et on a reçu les lettres qui étaient, tu sais, un petit peu arrêter les mots et tout ça, voilà, à l'époque. Après ça, pour parler avec tes amis, il fallait téléphoner ou écrire, quoi, ou envoyer une carte. Mais il n'avait pas l'Internet. Pour, une fois quand j'ai quitté pour aller en Inde, ça c'était, je pense que c'était la plus grande tristesse. C'était de quitter le Vietnam. Parce que c'était mon premier pays d'expatriés, c'était les premiers amis expatriés qu'on a fait, c'était là où j'ai eu mes enfants. Les enfants étaient extrêmement attachés. J'ai commencé une petite école au Vietnam parce qu'ils l'avaient pas. On a accueilli 12 enfants de 2 ans à la maison, 2 fois par semaine, avec un petit prof anglais qui venait, qui leur fait leurs petits trucs, leurs jeux et tout ça aussi. Ça s'appelait à l'époque Saigon Toddlers. C'est devenu. So, voilà. Et ça, pour moi, je pense que parce que c'était mon première expatriation, parce que c'était les premières amies que je faisais, on avait tous nos premiers 2 enfants ensemble, plus ou moins au même moment. C'était un pays très, très difficile pour commencer, pour les gens qui connaissaient pas. On était tous dans dans le même bain. On s'est tous soutenus. Moi, j'ai commencé cette petite école. C'est ça aussi, ça a beaucoup aidé. J'étais très triste. J'étais triste pour moi et j'étais très triste pour mes enfants. Mais que j'ai pas réalisé à l'époque, c'est que les enfants est beaucoup plus adaptables. Et le seul truc que je faisais, c'est chaque fois, je faisais sûr de faire une petite party pour eux, de dire au revoir et de dire, mais on va continuer. Et que j'ai réalisé après deuxième, troisième pays, c'est que si tu veux garder les amis, il faut travailler pour les garder. Parce que c'est vrai qu'on a les amis professionnels, après ça, on a les amis personnels, qu'on fait des trucs avec des différents enfants, et après ça, on quitte avec 3 à 5 vrais amis, un pays. Et après 2, 3 ans, on réalise, mais en fait, il y a que 2 ou 3 qui est vraiment des vrais amis, que j'ai toujours aujourd'hui, du Vietnam. L'Inde, bien sûr, j'ai toujours un très, très grand ami. C'était un couple français-italien et qu'on essaye de voir. Et là aussi, on apprend, tu vas en Europe, tu dis à tout le monde, écoutez, on est en Europe pendant ces périodes-là, dis-nous où vous êtes. Surtout des gens qui doivent quitter d'un autre pays. Et là, on essaye, on travaille pour se voir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On reste en contact, on se parle un petit peu par voice, après de temps en temps avec un vidéo call et trucs comme ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Ça, effectivement, après le deuxième pays, les enfants étaient plus grands. On a fait le même truc. Je fais un party pour eux. J'ai dit, mais on va quitter. On l'a expliqué. C'était 4 ans et 3 ans, mais on a expliqué. On va dans un nouvel pays et tout ça.
Leur première semaine au Taïwan, on avait les plus grands tremblements de terre de jamais. C'est effectivement là aussi, Taïwan, je pense que c'était difficile pour les enfants à quitter parce ils ont commencé leur scolarité là-bas, ils étaient très attachés à leurs enfants, mais on a fait le même truc. Je faisais pour chacun un party, pool party, un truc comme ça. On dit un vrai au revoir, il faut toujours faire ça. Et on essayait, parce qu'à l'époque, c'était pas trop loin, de rentrer pour le montrer, les amis sont pas quittés. On est toujours amis. Et je pense pour les parents, c'est très important de montrer à leurs enfants que ça peut pas dire si on ne le voit pas tous les jours qu'on peut pas rester amis. Il faut téléphoner. Je fais la même avec la famille. C'est effectivement, on venait toutes les deuxièmes années en Afrique du Sud et la même un petit peu plus en France parce qu'Éric devait aller pour le travail plus souvent. So on avait les trucs. Toutes les 2 années en Afrique du Sud, on voyait tous mes frères et sœurs parce qu'en fait, c'est leur seule famille et leurs grands-parents. Il faut aussi dire que quand Eric et moi avons commencé à avoir des enfants, on a pris la décision. Je voulais toujours parler l'afrikaans avec mes enfants, que eux, ils pouvaient parler avec leurs grands-parents et leurs cousins dans leur langue maternelle. Mais on voulait faire le français notre langue de la maison. So, en fait, dans la maison, le moment qu'on a eu les enfants, on a commencé de parler français entre nous, après ça avec les enfants. Papa l'avait toujours adressé en français et moi, je l'ai toujours adressé en afrikaans jusqu'à 8 ans, 10 ans, 12 ans. Première que je parle avec mes enfants, par contre, quand on est tout le monde ensemble, on parlait toujours le français et leur anglais était leur langue académique plus tard. C'est effectivement, on est revenu en Afrique du Sud. Eric, il a toujours fait sûr aussi, toutes les 2 ans entre-temps. Mes parents sont venus nous rendre visite dans le pays où on était. Mais c'est très important de garder ce lien et pour les enfants aussi d'avoir un lien personnel avec les grands-parents et personnel avec leurs tantes et leurs oncles et leurs trucs aussi. C'était important pour moi. Et en fait, on a toujours fait comme ça avec les enfants. On quitte un pays, on dit au revoir, mais on va peut-être en France. Et si on est en France, on va peut-être prendre le train à Amsterdam pour voir Luc. On va peut-être faire ça, on va le revoir. Et je pense que j'ai très bien installé ça avec mes enfants parce qu'après ça, après Shanghai, on était aussi pas longtemps. On a été 2 ans et demi. On a vécu SARS. La première année qu'on était là-bas, on avait SARS. Et après ça, on a quitté pour la Slovaquie, qui était le seul pays européen qu'on n'a jamais fait. Et ça encore, c'était, je ne veux pas dire c'était un choc de culture, mais c'était quelque chose de très drôle. La première semaine qu'on était là-bas, on marchait dans les rues et on était en train de chercher une maison. Et mes enfants me regardaient, ils me disaient, mais maman, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais il n'y a personne qui nous regarde. Et je dis, mais oui, mais c'est vrai. Parce que là, maintenant, pour les premières fois, mes enfants étaient dans un pays européen, où c'est pas à Shanghai que vous voulez prendre toujours une photo de ma fille avec ses petites boucles blondes, ou si vous touchez, ou si vous faites ça, ça. Et ils étaient, il y a personne il y a personne, c'était en fait, ils faisaient pas un petit, ah, mais tu es beau, ou laisse-moi voir tes yeux, laisse-moi voir tes yeux. Ouais, c'était trop drôle. Bien sûr, pour moi, c'était une nouvelle expérience, ou une nouvelle expérience d'Europe centrale. Énormément à apprendre sur la culture qui est très intéressant. Bien sûr, on revient dans tout ce qui était arrivé dans la région, les gens, comment ils se remettent. On a fait énormément de visites. Ça aussi, il faut peut-être que je mentionne que mon mari est un voyageur terrible. Il voulait toujours voyager. En fait, la première année dans un pays, un nouvel pays, il fallait aller voir tout. L'Inde, la Chine, on était partout, partout, partout. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, mon fils qui a 30 ans me dit, moi, je veux plus jamais voir un temple dans ma vie. On a énormément voyagé et l'année après, un long week-end qui arrive, un truc comme ça, on est parti pour le long week-end dans les pays voisins. Pas juste dans les pays où on était, mais on a fait énormément de visites autour aussi. C'était super. Et je suis très, très reconnue. J'avais une vie extrêmement privilégiée de connaître toutes ces cultures, toutes ces nourritures, tous ces gens. Disons que c'était pas toujours facile, mais tu fais le meilleur. Tu fais le meilleur avec ça. Ah oui, moi, je trouve que tu as une vie incroyable parce que justement, rester pendant 2 ans et demi, 3 ans dans chaque pays, mais ça te permet vraiment de t'intégrer à la culture et de pouvoir voyager à travers le pays.
tout à fait. Ouais, il y a des pays où on était plus longtemps, mais 4 ans ou 5 ans, mais voilà, c'est ça. Mais effectivement, et c'était encore un pays, et là, je pouvais absolument utiliser pour la première fois parce que moi, j'ai appris l'allemand à l'école. C'est le vrai moment, comme il fallait apprendre le français, mais voilà, mais l'allemand. Et là, je pouvais recommencer de parler l'allemand, parce que bien sûr, Vienne à côté, tout ce que tu veux faire à Vienne, au marché, tout ça, c'est en allemand. La dame qui m'a aidée dans la maison, elle parlait pas d'anglais ni de français, c'était ou slovaque ou russe ou allemand. Elle m'avait aussi beaucoup aidée avec la culture, elle m'avait appris les trucs super, c'était super bien. Oui, oui, on a passé encore très peu, 2 ans et demi, mais c'était super. C'est là où j'ai, pour la première fois dans ma vie, 4 saisons, les enfants adoraient, voilà, tout ça, c'était super, j'adorais. On est déjà à 5 pays dans lesquels vous avez vécu. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre de bouger? Ou est-ce que tu avais toujours cette envie Oups, j'avoue pas très fair-play, mais c'est bien ici que j'ai décidé de terminer la première partie de ce témoignage. Mais bon, pas de panique, si tu veux savoir sa réponse, elle est dans la deuxième partie qui est déjà en ligne.